peut pas dire à l'heure actuelle que le généalogiste génétique va remplacer le généalogiste. La base, ça reste la généalogie. Il faut un arbre généalogique pour pouvoir faire de la généalogie génétique. En fait, la généalogie génétique va venir comme un outil complémentaire à la généalogie classique, qui est là une généalogie déclarative, mais qui va venir aussi comme un outil indispensable dans certains cas. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Alors, nous allons parler de génétique ce matin et de tests ADN avec mon invitée Nathalie Jovanovic-Floricourt. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association DNA Pass. Oui. Alors, DNA, c'est ADN en anglais. Voilà. C'est une association à vocation européenne, donc on a choisi un nom anglais qui pouvait parler au maximum de personnes en tout cas. D'accord. Et ADN, c'est l'acronyme de quoi parce que c'est vrai qu'on emploie ADN, mais finalement on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors c'est tellement long que je vais avoir du mal à vous le ressortir. C'est acide dixo... J'ai oublié. Quelque chose. Voilà, ça dépasse largement 3 syllabes, donc j'ai du mal à m'en souvenir. Et en fait, l'ADN, c'est vraiment la constitution de tout être vivant. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous constitués d'ADN, aussi bien les plantes, les animaux que les êtres humains. Et l'ADN, c'est ce qui permet au corps de fonctionner. Mmh. Il est vraiment indispensable à la vie. Et vous êtes là aujourd'hui puisque vous êtes co-auteur de Quoi de neuf dans la famille, notre arbre généalogique à la lumière des tests ADN, et l'éditeur c'est Buchet-Chastel. Vous, comment est-ce que vous avez rencontré pour la première fois les tests génétiques ? En fait, c'est suite au décès de mon père qui est mort d'un cancer qui était potentiellement génétique. Et j'ai voulu savoir si j'avais un risque à ce niveau-là. J'ai donc réalisé un test ADN à l'étranger, dans une société américaine, et j'ai découvert les tests ADN ainsi. En parallèle de ça, en recevant les résultats, j'ai vu que j'avais des cousins génétiques qui étaient présentés par ce résultat en ligne sur Internet. Et c'est là où j'ai découvert l'aspect généalogie génétique que je ne connaissais pas, alors que j'étais passionnée de généalogie depuis 20 ans. C'était il y a maintenant 13 ans. Et je suis littéralement tombée dedans, comme Obélix dans la potion magique. Je suis tombée dans les tests ADN, la généalogie génétique, et je suis devenue passionnée. Alors, ces cousins-là que vous découvrez, vous n'en aviez jamais entendu parler ? Jamais. Alors, il y en avait combien ? À l'époque, j'en avais environ 1000 cousins génétiques dispersés dans le monde entier. Je crois que c'est là la plus grande surprise pour les gens qui font des tests ADN, c'est qu'ils découvrent des cousins qui sont vraiment dans des pays qui sont insoupçonnés, puisque certains de nos ancêtres ou descendants de nos ancêtres ont pu s'installer ailleurs, dans d'autres pays, et qu'on n'en a pas connaissance. Et c'est le test ADN, c'est le rapprochement, la comparaison de notre ADN de ses cousins et de moi qui va permettre d'identifier qu'on a un lien de parenté plus ou moins éloigné. Alors, les tests ADN sont à la mode. Je ne sais pas si la mode a gagné la France. Oh, largement, très largement. On estime qu'il y a environ 1,5 million de Français qui se sont déjà fait tester. D'accord. Aujourd'hui, combien de labos sont présents sur ce marché ? Il y en a 4 principaux. Je peux les citer. Oui, on va les citer et expliquer un petit peu leur différence et sur quoi ils travaillent. Alors, il y a, pour ne pas faire de jaloux, je vais citer par ordre alphabétique, 23andMe, qui est situé à un laboratoire américain, qui a la particularité de faire à la fois des tests médicaux et des tests qu'on appelle d'ancestralité, de généalogie génétique. Je précise que ce n'est pas la peine de commander les tests médicaux, ils n'arriveront pas en France, ils ne le livrent pas, ils ne livrent que les tests génétiques généalogiques. Ensuite, nous avons Ancestry DNA, qui est aussi américain et qui est le plus gros laboratoire qui a 18 millions de personnes testées dans sa base. Nous avons ensuite Family Tree DNA qui est aussi américain et qui est le plus petit en nombre de testés, qui a 1,9 million, mais qui a la particularité de faire, en plus du test le plus connu avec les origines ethniques, qu'on appelle le test autosomal, sur les 22 paires de chromosomes que nous avons tous, qui a la particularité de faire aussi le test du chromosome Y, qui est propre aux hommes,
et qui permet de retracer toute la lignée paternelle jusqu'au temps archéologique, et le test mitochondrial qui est hérité de la mère, de la mère jusqu'au temps archéologique aussi. C'est le seul laboratoire qui offre ces 3 tests spécifiques. Et le dernier, le plus connu, parce que le plus utilisé en France et en Europe, et qui est celui qui progresse le plus vite, qui est MyHeritage, qui offre le test autosomal aussi. Bien. Et puis, alors, il y a une autre offre qui s'appelle Géninet, c'est ça ? Généanet ADN. Généanet ADN. Généanet ADN. Généanet est en fait une société française spécialisée en généalogie où on peut publier gratuitement son arbre généalogique, retrouver ses ancêtres. Et Généanet, malheureusement, les sociétés françaises n'ont pas le droit de vendre de tests ADN. Puisque la loi interdit les tests ADN, en fait, en tant qu'individu, on n'a pas le droit de le faire, on risque une amende. Alors, une amende salée d'ailleurs. Hein. 3 750 €. Est-ce que quelqu'un a déjà payé l'amende en France ? Jamais. D'accord. Et moi, je l'ai demandé. J'ai demandé à ce qu'on donne cette amende, à ce qu'on me la fasse payer pour que je puisse traîner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque je ne vois pas pourquoi la France peut nous interdire d'analyser notre ADN. Il faut savoir quand même que la France est un des rares pays au monde à interdire à ses citoyens d'analyser son propre ADN. En Europe, il y a la Pologne et la France. Tous les autres pays autorisent les tests. Donc c'est incompréhensible. Bon, alors on verra pourquoi, parce qu'il y a forcément une bonne raison. Une bonne raison, malheureusement, non. Dans les arguments qui ont été donnés par les parlementaires et les sénateurs, c'est des arguments qui sont faux. Et justement, dans le livre, on en parle, on expose cet argument et on donne... protection des données, déjà. Mais la protection des données, c'est un élément extrêmement important et sur lequel il faut effectivement être vigilant. Mais justement, pour pouvoir encadrer les données, il faut pouvoir les vérifier. Et si on ne les légalise pas, on ne peut pas aller les vérifier. La France ne peut pas les vérifier puisqu'elle interdit les tests ADN. Donc c'est totalement contradictoire. Elle interdit les tests ADN, mais on peut quand même les acheter sur Internet, les faire, et on n'a pas d'amende. Et on les reçoit directement dans sa boîte aux lettres en France sans aucun souci. Alors, on n'a pas parlé de l'intérêt de Généanet d'ailleurs. Oui. Quel est le principal intérêt de l'offre Généanet pour les Français notamment ? Alors justement, Généanet se retrouve du coup comme société française dans une situation de concurrence déloyale avec les sociétés américaines qui peuvent vendre sur le territoire français, et Généanet ne peut pas, cette société, vendre des tests ADN. Alors, ils ont trouvé un moyen astucieux de contourner la loi, pas de contourner d'ailleurs, puisqu'ils respectent la loi. Ils ne vendent pas de tests ADN, mais ils permettent qu'on transfère les données ADN que l'on a effectuées dans les autres laboratoires sur leur site pour comparer avec les autres membres du site. Et surtout, l'intérêt de Généanet, c'est que ce sont des généalogistes passionnés et qui ont des arbres généalogiques détaillés, ce qu'on n'a pas forcément dans les autres laboratoires. Alors, ce sont des arbres généalogiques génétiques ou des arbres généalogiques classiques ? Ce sont des arbres généalogiques classiques. Parce que pour pouvoir trouver le lien de parenté avec son cousin génétique, il faut qu'on puisse comparer nos 2 arbres généalogiques afin de déterminer quel est l'ancêtre commun. Et c'est une des principales difficultés, c'est qu'en fait, on va avoir des cousins génétiques qui n'ont pas d'arbre généalogique, donc on ne peut pas trouver l'ancêtre commun. Bon, vous nous avez parlé de 3 laboratoires qui sont présents sur le marché, mais qui sont des laboratoires américains. Quand vous recevez les résultats de ces tests, vous les recevez en quelle langue ? On les reçoit sur un site internet et il y a 2 laboratoires qui présentent les résultats en français, qui sont Ancestry DNA, qui est le plus gros laboratoire et qui a notamment vendu sur le marché canadien français et québécois francophone, et MyHeritage qui présente aussi sur le site les résultats en français, et Généanet ADN bien entendu. C'est important quand même de savoir en quelle langue on va l'avoir, parce que est-ce que c'est facile à interpréter ? Est-ce que c'est facile à lire les résultats que vous recevez ? Les laboratoires sont très bien faits.
Il présente ça de façon très ludique et facile, puisqu'on a le nom du cousin génétique qui s'affiche, bien entendu, et avec le niveau de degré de parenté estimé, sachant qu'il s'agit de probabilité et qu'il va falloir le confirmer par l'arbre généalogique. Alors, c'est-à-dire, quand on dit degré de parentalité estimé, on est parent à partir, on est certainement parent à partir de quel degré ? On est parent en commençant la relation de père à enfant, père, mère, enfant. Ensuite, on va avoir... Donc là, on a un chiffre de combien, en fait ? Alors, ça se calcule en centimorgans. Ça, c'est super important, là. C'est en centimorgans que ça se calcule. C'est une unité de longueur d'ADN qu'on va avoir en commun. Et donc, plus l'unité en centimorgans est importante, plus la parenté est proche. La parenté entre un parent et un enfant va être de 3400 centimorgans. Entre un frère et une sœur, ça va être environ de 2250-2300 centimorgans. Et ça va être décroissant en fonction de l'éloignement de la parenté. Donc, les laboratoires affiche ce nombre de centimorgans, mais surtout vous dites tout de suite, vous êtes un cousin germain, vous êtes un cousin germain issu du germain, un cousin au 2e degré, un cousin au 3e degré, probablement. Parce que, en fait, plus on s'éloigne et moins on est sûr du lien de parenté exact. C'est vraiment là où il faut avoir les arbres généalogiques à comparer pour pouvoir le déterminer. Donc, ce qui veut dire que la première étape, c'est de faire un arbre généalogique, on va dire classique, et ensuite de le comparer avec l'arbre généalogique génétique. Alors on peut Ou on fait l'inverse. En fait, on va pas dire qu'il va y avoir... On va pouvoir construire un arbre généalogique génétique à partir du moment où on va se rendre compte que l'arbre généalogique officiel, qui est un arbre généalogique classique déclaratif, peut être erroné. Il peut être erroné pour de diverses raisons. On appelle ça des événements non filiatifs qui peuvent intervenir, qui vont être le fait qu'il y ait eu une adoption cachée, qu'il y ait eu un adultère. Alors justement, les députés, les sénateurs ont... et notamment la ministre de la Santé de l'époque avait dit il y a 15% d'enfants adultérins, donc légaliser les tests ADN, on va bouleverser la société française, tout va s'écrouler. La généalogie génétique est pratiquée depuis 20 ans aux États-Unis. Il y a eu des études de spécialistes qui sont des généticiens des populations qui ont fait des études scientifiques et qui ont publié ces résultats. Et il n'y a que 1% d'événements non filiatifs en moyenne. 1% seulement, qui n'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, ouais. Ouais. Et ces 1% vont regrouper pas seulement l'adultère, c'est ce à quoi on pense le plus souvent, mais ça va recouper aussi des adoptions cachées au fil des temps. C'était fréquent, malheureusement, il y a 50, 60 ans encore, c'est assez récent. Des enfants qui sont devenus adultes issus de dons de gamètes, ou par exemple, et c'est un exemple qui est donné dans l'ouvrage, d'une Américaine qui a fait un test ADN, qui a découvert, elle avait des parents irlandais aux États-Unis, et elle a découvert qu'elle était à moitié juive. Donc évidemment, surprise, subitement, oui. Stupéfaction, elle a 60 ans, elle fait le test ADN à 60 ans, les parents sont morts. Parce que ça, c'est une information que vous avez sur votre test ADN. On a les origines ethniques, et donc effectivement les origines ethniques, dans la mesure où elle pensait être 100% irlandaise, elle se découvre à 50% juive, contredit ce qu'elle sait de son histoire familiale. Alors vous en avez peut-être entendu parler, ces fameux tests ADN qu'on achète sur Internet, ou peut-être qu'autour de vous, vous avez des gens qui ont fait des tests et qui subitement vous disent, voilà, je suis 25% ça, et puis je suis ça. Eh bien, on en parle aujourd'hui de ces tests avec Nathalie Jovanovic-Floricourt, qui est présidente de l'asso DNPass et qui est co-auteur de Quoi de neuf dans la famille, notre arbre généalogique à la lumière des tests ADN, que vous avez coécrit avec Jean-Louis Bocarno, qui est généalogiste classique, écrivain, et qui est le pape de la généalogie en France. Donc c'est la rencontre finalement d'un généalogiste à l'ancienne de l'époque avec vous, qui est une généalogiste génétique. Est-ce que vous faites le même métier, ou est-ce que vous vous contredites parfois ? On ne peut pas dire
à l'heure actuelle que le généalogiste génétique va remplacer le généalogiste. La base, ça reste la généalogie. Il faut un arbre généalogique pour pouvoir faire de la généalogie génétique. En fait, la généalogie génétique va venir comme un outil complémentaire à la généalogie classique, qui est là une généalogie déclarative, mais qui va venir aussi comme un outil indispensable dans certains cas. Alors je pense notamment aux enfants adoptés, aux enfants nés sous X, qui recherchent leurs parents biologiques et qui, parfois, les dossiers ont été détruits. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, c'est un droit pour les adoptés nés sous X de connaître leur origine. Un droit, la France a signé la Convention de La Haye en 1994 qui accorde ce droit à chacun de connaître ses origines. Et donc, il y a un organisme sous la tutelle du ministère de la Santé, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, qui va aider les adoptés nés sous X à retrouver leur famille biologique. Si ce n'est que ce n'était pas prévu et que la moitié des dossiers ont disparu. Donc, les adoptés nés sous X qui veulent retrouver leurs parents biologiques ne le peuvent pas parce qu'il n'y a aucune trace écrite. Et dans ces cas-là, le test ADN est réellement le seul et unique moyen pour eux d'identifier leur famille biologique et de pouvoir prendre contact avec eux, alors toujours dans le respect du droit des uns et des autres, et c'est là où ça peut être délicat, mais pour être en contact avec des enfants adoptés, ils ont bien conscience qu'ils ne vont pas aller bouleverser la vie des familles et qu'ils ne prennent contact que si la famille le souhaite aussi, s'il y a réciprocité. L'ADN dont on parle aujourd'hui, où est-ce qu'on le trouve dans le corps ? Partout. L'ADN est présent absolument partout dans notre corps, mais plus particulièrement pour le prélèvement qui va être simple dans ces laboratoires étrangers, dans la salive. D'accord. Comme les experts à la télé. C'est ça, hein, ça fait penser à ça. Oui, c'est ceux ça. qui résolvent les cold cases. Donc, c'est quoi ? C'est un coton-tige qui vous gratte la joue ? Il y a deux moyens de prélèvement. Il y a effectivement le coton-tige dans la joue, suivant les laboratoires, ou un petit tube, un petit flacon qu'on va remplir d'un petit peu de salive. Alors la petite astuce, si vous avez du mal à saliver, une pointe de sel, vous allez voir, c'est très efficace. Est-ce que la vérité génétique qui vient de la salive est différente de la vérité généalogique ? Du fait des événements non filiatifs, oui. Ça peut arriver. Et sur un arbre généalogique, ça peut intéresser les généalogistes. Je parlais de ces 1% seulement d'événements non filiatifs qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, cette Américaine dont on parlait précédemment, cette Irlandaise, qui est à moitié juive, a découvert en fait que son père avait été échangé à la maternité à New York en 1914. C'est une rumeur en fait qui courait à une époque où on échangeait les bébés à la maternité, donc ça a vraiment existé. Des généalogistes génétiques le découvrent, justement parce qu'ils ne s'arrêtent pas à la première idée qui est de se dire il y a eu un adultère. Ils vont creuser, ils vont découvrir des histoires assez incroyables et extraordinaires que l'on raconte avec Jean-Louis Bocarno dans l'ouvrage justement. Mais ce qui veut dire que finalement la vérité de l'acte de naissance n'est pas la même que celle de la salive. C'est pour ça qu'on distingue généalogie classique dite désormais déclarative, puisqu'on reconnaît la paternité à partir du moment où le père et la mère le déclarent, parce qu'ils sont simplement mariés ensemble, de la généalogie génétique qui va être le lien biologique avéré et réel. Et donc, pour un généalogiste classique qui a fait sa généalogie et qui est remonté, on sait que parmi les 6 générations, le précédent, c'est-à-dire les 63 ancêtres qu'on a qui nous précèdent, il y a donc environ... c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut remonter jusqu'à 6 générations. Au moins, c'est ça. Alors, minimum 6 générations, on hérite avec certitude de l'ADN des 6 générations qui nous précèdent. Et après, de quelques ancêtres de 7e, 8e génération, mais pas de tous. Et la spécificité, ce sont pour certaines populations endogamiques, les populations endogamiques qui, parce qu'elles se sont beaucoup mariées entre elles, pour des raisons géographiques, de confinement géographique, si on peut dire, religieuses, politiques et toutes sortes de raisons. Pour les populations endogamiques, on peut même remonter jusqu'à 10, 11, 12 générations, puisque c'est l'ADN des mêmes ancêtres qui est davantage concentré. Et donc, ça peut poser des questions, par exemple, de maladies génétiques qu'on peut retrouver dans des mariages endogamiques. Alors,
Non. Oui, c'est-à-dire que le fait, s'il y a un ancêtre qui était porteur d'une maladie génétique, le fait que ses descendants se marient entre eux augmente le risque potentiellement que la maladie perdure et soit transmise davantage aux descendants. Et effectivement, dans l'ouvrage, on parle notamment aussi de la mucoviscidose. C'est une enquête qui a duré 20 ans en Bretagne et où on a pu retrouver l'ancêtre ou les ancêtres qui étaient à l'origine porteurs de ce gène défectueux et qui a été transmis dans les familles et qui a perduré. Mais là, il ne faut pas forcément le voir comme quelque chose de négatif, mais aussi comme une chance de pouvoir éviter la maladie en sachant qu'on en est potentiellement porteur et de faire un test pour éviter de transmettre ce gène défectueux à ses futurs enfants. Quand on le sait. Mais quand on le sait. Les études ont été faites sur des familles qui ne le savaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan génétique quand on travaille sur des enfants de familles endogames ? Alors, je ne comprends pas votre question. Est-ce qu'ils sont tous, en fait, finalement, est-ce qu'ils ont tous le même ADN ? Comment ça se passe ? Alors, c'est pas qu'ils ont tous le même ADN, c'est qu'ils ont davantage de segments d'ADN des mêmes ancêtres. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que dans les populations endogamiques, ils vont pouvoir remonter plus loin parce que, comme ils se sont beaucoup mariés entre cousins, petits-cousins, arrière-petits-cousins, ils ont les mêmes ancêtres répétés de multiples fois. Et je peux en parler, étant moi-même issue de par ma mère, d'une population endogamique qui est l'île de la Réunion, puisque il y a eu des pirates flibustiers qui se sont installés avec leurs compagnes qui étaient essentiellement malgaches, et ils se sont installés une trentaine, quarantaine, ils se sont mariés entre cousins, entre petits cousins, et ainsi de suite. Et pour moi qui pratique la généalogie génétique, je peux retrouver avec un cousin jusqu'à 40 ancêtres communs. Ce qu'on appelle l'implex des ancêtres. Mais vous êtes un expert. Non, j'ai lu votre livre. Donc l'implex des ancêtres, ce sont les ancêtres communs. C'est tout à fait ça. C'est le fait de retrouver plusieurs fois dans son arbre généalogique les mêmes ancêtres. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas un problème. C'est devenu tabou à partir du 19e, 20e siècle. Jean-Louis Bocarno aurait mieux su l'expliquer que moi sur ce sujet. C'est devenu tabou à partir du 19e, 20e siècle parce qu'on a pu se déplacer davantage de région en région et donc rencontrer des personnes nouvelles et ça s'est éloigné. Mais le mariage entre cousins était très commun, était très répandu, ne serait-ce que parce qu'on était propriétaire de sa terre. On relie Maupassant, les paysans normands qui se mariaient entre cousins pour préserver la terre commune qui était la source de revenus principale de la famille. C'était indispensable. Donc, dans votre livre, vous dites que le recordman, c'est le roi Alphonse XIII d'Espagne. Donc, voilà. Mais qui, lui, a eu de sérieux problèmes de santé à force de se marier dans les mêmes familles royales et qui, pour le coup, s'est traîné des tares réellement des tares en termes génétiques qui a causé sa mort finalement et des déficiences sur les descendants catastrophiques. Là, c'est un exemple extrême comme Toutankhamon qui était issu d'un inceste entre un frère et une sœur et qui lui-même avait des déficiences physiques assez importantes. Parce que c'est à la fois un livre d'histoire, votre livre, c'est en ça où qu'il est passionnant, parce que finalement... On a essayé, avec Jean-Luc Bocarno, de trouver des sujets très diversifiés et qui abordent toutes les thématiques. Les origines ethniques, la maladie, puisque la génétique, ça touche à tout. Les liens familiaux, les surprises, parce que c'est ce qui est intéressant. Les événements de la guerre, par exemple. Les enfants de la guerre. Oui. Les enfants de la guerre. On découvre un faux fils à Hitler. Est-ce un faux fils ? On ne le sait pas. Jusqu'à présent, on n'a pas la réponse. On ne sait pas si c'est un faux fils ou pas. On sait que... Qu'il aurait eu en France, oui, avec une Française. Un Lorrain. Voilà. Et effectivement, la mère a révélé à Monsieur Lauré que son père était potentiellement Adolf Hitler, qui était alors soldat durant la Première Guerre mondiale et qui était dans la région et qui aurait eu une liaison
avec elle. Elle a abandonné l'enfant qui a été élevé, adopté par un autre couple. Il l'a découvert adulte en la retrouvant et en la harcelant de questions, parce que pour les enfants abandonnés, c'est un besoin vital, et il faut le rappeler, de connaître ses origines pour nombre d'entre eux. Et donc, elle lui a dit, c'est Adolf Hitler. Et il a fait des recherches historiques. On raconte tout ça, justement, tous les éléments qu'il a pu réunir. Mais tard, en fait. preuves. Mais super tard, en fait. Mais parce que pour avoir interrogé pas mal d'enfants adoptés ou ne connaissant pas leur père, lui, il a retrouvé sa mère, il ne connaissait pas son père, il est décédé depuis. Et c'est une interrogation qui est transmise à ses enfants et à ses petits-enfants, mais comme souvent dans le cas d'enfants, de descendants d'enfants adoptés ou de pères naturels qui poursuivent les recherches. Quand on devient parent, c'est ce qu'ils me disent, et qu'ils voient dans le regard des enfants en tant que parents, l'amour qu'ils ont, ils se posent la question de dire, mais comment est-ce que mes propres parents ont pu m'abandonner ? Comment est-ce possible ? Et c'est là où ils se tournent vers les tests génétiques pour obtenir une réponse, pour les retrouver et pour comprendre ce qui, parfois, est vraiment une... moi, je suis touchée par le côté humain, une souffrance qui se transmet à leurs enfants aussi. C'est le cas du John Wayne algérien. Alors, Nordine. C'est pas un John Wayne algérien. Il est algérien par sa mère, mais il est américain par son père. Et c'est grâce au test ADN qu'il a pu identifier son père, qui était donc un soldat américain qui était présent à Châteauroux dans les années 60, qui a eu une liaison avec sa mère, et dont il est né, bien heureusement. Et le père est parti... Alors la maman, c'est Aïcha, hein, voilà. Et lui, il s'appelle dans un premier temps Nordine Mohamedi. Oui. Et donc, la maman tombe enceinte, il naît. Le père, GI américain, qui était alors à Châteauroux, en France, est appelé pour la guerre du Vietnam. Il s'envole, elle apprend qu'il est mort. Et l'histoire s'arrête là, en tout cas en ce qui concerne le père. Et il n'a qu'un nom de famille qui est très commun, John Wayne. Il ne sait même pas, il finit par douter. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Est-ce que ce père américain existe ? Il cherche par les moyens traditionnels de la généalogie classique à trouver le dossier militaire. Mais John Wayne, c'est très commun finalement. Et c'est un test génétique qui va lui permettre de retrouver sa famille. Le jour de son anniversaire à 50 ans. Parce que justement, à chaque fois, il se disait, j'arrête. Mais vous imaginez, il a commencé, ça a duré 30 ans, sa quête. Vous imaginez 30 ans à chercher à identifier ses parents. Donc vous imaginez la souffrance que ça peut être. Et aujourd'hui, il a monté un site pour tous ceux qui, comme lui, ont entamé des recherches ADN et qui ont du mal à s'en sortir. Sur les pères américains particulièrement, parce que chez Ancestry, c'est ce qu'on explique dans le livre, il y a... Ancestry DNA, qui est le plus grand laboratoire américain, qui a 18 millions de testés, qui a le plus grand nombre de testés. Un Américain va avoir 15 000, voire 30 000 cousins génétiques. Nous, Européens, on va en avoir 1000, 1500 maximum. Et Ancestry a développé des fonctionnalités disponibles sur abonnement qui facilitent l'identification des parents. Alors, on l'a vu, ces fameux laboratoires dont on parlait tout à l'heure, qui justement commercialisent les tests ADN sur Internet, ont envoyé un questionnaire médical à leurs clients au tout début de la pandémie du Covid pour connaître et comprendre l'impact potentiel de la génétique sur les risques d'un individu de contracter la Covid-19, la gravité et la gravité des symptômes. C'était légal, ça, de le faire ou pas ? C'était légal puisqu'ils ont respecté la loi française et la loi de manière générale, puisqu'ils nous ont demandé, tous ceux qui ont fait un test peuvent avoir reçu. Alors certains laboratoires ne l'ont pas envoyé aux Français. Questionnaire médical, donc. Hein. Un questionnaire qui était tout d'abord un questionnaire pour savoir déjà si on était d'accord pour participer à l'étude. Premièrement, et effectivement un questionnaire ensuite médical sur si on avait eu des symptômes, si on avait des pathologies éventuellement médicales qui pouvaient aggraver, etc. Mais toujours dans le respect, parce qu'ils appliquent désormais le règlement général de protection des données européennes, le RGPD, et qui fait que les données sont anonymisées. Il n'y a aucune information qui permette de vous identifier spécifiquement. Il s'agit d'avoir de maximum d'informations pour en tirer des conclusions de masse. C'est ça qui est le plus important. Et effectivement, après, de faire des analyses sur l'ADN
pour avoir ces informations aussi. Et ce qui est particulier et ce qui est la force, c'est que Ancestry DNA, qui a 18 millions de testés aujourd'hui, ils ont pu rassembler ce qu'on appelle une cohorte, ce sont des termes maintenant médico-génétiques qu'on connaît assez bien, une cohorte de 750 000 participants. Et aucun laboratoire dans le monde, aucun laboratoire génétique dans le monde n'a autant de participants pour pouvoir faire des études et tirer des conclusions. Oui, un échantillon de 750 000, c'est énorme. Et alors, on arrive à quelle conclusion ? Alors, il y a deux conclusions majeures. Une conclusion qui a été tirée par 23andMe, qui a fait une analyse, qui a déterminé qu'il y avait un facteur sanguin, mais on l'avait déjà trouvé, on en avait déjà parlé, le fait qu'on soit du facteur du groupe sanguin O. O, c'est ça. Du groupe sanguin O, qui est hérité de l'homme de Néandertal, en fait. Donc, ça a confirmé ce qu'on avait déjà trouvé par des analyses sanguines et par d'autres études. Par contre, Ancestry DNA... Ça a confirmé que le groupe donc, de ceux qui ont un groupe O... sont moins susceptibles d'attraper le Covid. La Covid. D'accord. Ce sont les chiffres des Chinois qu'on avait eu au tout début de la pandémie. C'est pour ça que c'est pas pas l'enseignement le plus intéressant. Par contre, l'enseignement le plus intéressant, et c'est là où on peut se poser des questions, c'est Ancestry. Ancestry a trouvé un gène qui expliquerait le fait que certains malades atteints de la Covid développent des facteurs plus graves, plus dangereux, et c'est un gène qui serait à l'origine de cette réaction inflammatoire. Et effectivement, là, moi, je me pose la question en me disant, mais moi qui ai fait ce test ADN, j'aimerais bien le savoir pour éventuellement, si je l'attrape, informer l'hôpital que j'ai ce gène, en sachant que, et je crois que maintenant les Français l'ont bien compris, que dans le domaine de la génétique, on avance à tâtons, que on découvre au fur et à mesure les choses et que ça prend du temps et que ça demande de l'expérience, mais c'est une information qui pourrait être intéressante à connaître pour soi et pour les médecins avec qui on sera en contact en disant attention, j'ai ce gène potentiellement si on attrape la Covid. Alors, on a parlé des 4 grands laboratoires qui se disputent le marché. Bon, pour trouver des cousins, ils confrontent votre résultat à une base de données. Oui. Est-ce qu'ils ont tous la même base de données ? Mais non, puisque justement, cela dépend des personnes qui ont choisi de se faire tester dans ce laboratoire. Donc, si je veux avoir le plus de chances d'avoir des cousins, je dois faire mon test dans quel laboratoire ? C'est la grande question. Ou alors il faudrait le faire. Est-ce qu'il faudrait le faire d'abord sur les 4 ? Est-ce que quelqu'un sait si on fait le test chez les 4, si on obtient d'abord les mêmes résultats ? En fait, la question qu'il faut se poser au tout début, et c'est la question qu'on me pose le plus souvent, justement, quel est le meilleur laboratoire ? Et je réponds, il n'y a pas de meilleur laboratoire. Il y a un bon laboratoire en fonction de votre objectif. Donc, quel est votre objectif ? Pourquoi voulez-vous faire un test ADN ? Si c'est par curiosité, parce que vous voulez voir, vous en avez entendu parler, vous n'avez aucune demande précise, prenez le moins cher. N'allez pas dans un laboratoire XY, prenez tout simplement le moins cher. Maintenant, si vous voulez connaître vos origines ethniques, quelles sont vos origines ethniques ? Qu'en connaissez-vous ? Parce que les laboratoires ont des panels ethniques différents, plus ou moins poussés. Et donc là, je vous aiguillerai. J'ai mis sur le site de DNA Pass un article qui est sous une vidéo de 5 minutes, quel est le meilleur test ADN. Il y a les liens sur chaque laboratoire et le panel détaillé des origines ethniques qu'ils analysent, des zones géographiques qu'ils analysent. Là, je vous ai posé la question tout à l'heure quand vous êtes arrivé, mais pour ce qui concerne le bassin méditerranéen, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, pour vous, quel est le meilleur laboratoire ? Quel est le plus indiqué ? Aujourd'hui, c'est 23andMe. J'ai été regarder le détail, j'ai bien fait. Et c'est eux qui Vous aviez bien compris ma demande. et c'est eux qui ont aujourd'hui le détail le plus pointu sur cette zone géographique. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ce sera toujours eux. Parce que les laboratoires améliorent leur panel ethnique en fonction des demandes. Il ne faut pas oublier que ce sont des laboratoires américains qui ont répondu à la demande des Afro-Américains. À l'origine, c'était ça. C'est les Afro-Américains qui voulaient connaître leur origine étant issus de l'esclavage et coupés de leurs liens ancestraux. Donc, ils ont répondu à cette
demande en allant plus particulièrement chercher dans les zones géographiques qui est l'Afrique. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays, et que c'est des centaines d'ethnies et de peuples différents et très divers génétiquement aussi. Donc ils ont commencé par ça. Et ensuite, ils ont répondu aussi aux demandes des descendants d'Européens pour améliorer les panels ethniques. Donc, chaque laboratoire a développé des zones géographiques plus particulièrement. C'est pour ça qu'il faut mieux aller consulter la liste. Ancestry DNA, aujourd'hui, est le plus performant en la matière, puisqu'il a 1500 zones géographiques et qui peut même retracer sur le territoire américain quels descendants de quel pays se retrouvent. Bon. Vous dites que dans votre livre que la triangulation, c'est la base de la généalogie génétique. Qu'est-ce que vous appelez la triangulation ? La triangulation, c'est le fait d'avoir le même ancêtre avec au minimum 2 autres cousins génétiques. Donc on va pouvoir identifier sur l'ADN un segment d'ADN qu'on va donc mesurer en centimorgans, qui va être d'une certaine longueur, avec 2 autres cousins génétiques. Et donc en comparant nos 3 arbres généalogiques, avec les 2 autres cousins génétiques, c'est là où on peut trouver l'ancêtre commun et l'identifier. Ou pas. On a commencé à en parler tout à l'heure de ce fameux chromosome Y. En quoi est-il un informateur privilégié ? C'est la voie royale, comme on l'appelle. Le chromosome Y, alors c'est le plus petit, le plus fragile des chromosomes, mais c'est celui qui distingue l'homme de la femme. Donc, le chromosome Y, il est transmis uniquement de père en fils. La fille ne l'aura pas, mais elle pourra faire tester son frère, ou son père, ou son grand-père, ou son oncle, parce qu'il est transmis quasiment à l'identique de père en fils, et d'oncles, et de cousins, ici du côté paternel. Et ça permet de regrouper tous les membres masculins de la même famille, donc qui sont censés porter le même nom de famille, normalement, en tout cas jusqu'à la constitution du nom de famille qui est intervenue en France au Moyen-Âge. Et ça permet aussi de remonter même jusqu'au temps archéologique, parce qu'il bouge très peu, ce chromosome Y, l'ADN se modifie très peu, et on peut retrouver le plus ancien ancêtre commun de la branche paternelle, qui est peut-être un chasseur-cueilleur qui aura vécu il y a 20 000 ans, 10 000 ans, voire plus lointain, suivant les origines. Au-delà des 6 générations dont vous nous parliez tout à l'heure. Très largement au-delà des 6 générations. 6 générations, on compte 30 ans par génération. Oui, donc ça fait rien du tout. Ça fait 2 siècles. C'est énorme, 2 siècles. Vous pouvez Moi, je veux retrouver les chasseurs-cueilleurs. Alors, chromosome Y et ADN mitochondrial. En tant qu'homme, vous avez encore aussi que sur le la mère. chromosome Y, vous dites que ça dépend du prix qu'on y met, parce qu'on peut tester sur plusieurs marqueurs, 37, 67 ou 111. Donc, si on veut vraiment l'intégralité, il faut payer pour les 111 marqueurs, c'est ça ? C'est le test qui coûte le plus cher, qui est disponible sur Family Tree DNA. Et effectivement, si on veut un premier aperçu, on peut prendre l'offre la moins chère, qui est à $119, si je me souviens bien, actuellement, et qui concerne 67 marqueurs, parce que leur offre a changé récemment. Donc l'offre la moins chère, c'est 67 marqueurs pour $119. Et effectivement, il vaut mieux prendre plus précis, puisque plus il y a de marqueurs et plus c'est précis, plus on se retrouve dans l'arbre qu'on appelle phylogénétique, c'est l'arbre de l'espèce humaine, où on va se retrouver toutes les branches. Et il vaut mieux prendre le Big Y, mais qui coûte $449. Ah ouais. Et ça arrête pas mal de gens, malheureusement. Ça, c'est pour les fêtes. C'est pour le 50e anniversaire. Il y a une donnée que vous introduisez, c'est ce qu'on appelle les haplogroupes. Ça, c'est très intéressant. Vous dites que tout homme possède 2 haplogroupes. Qu'est-ce que c'est qu'un haplogroupe ? L'haplogroupe, c'est justement ce qui permet de nous identifier sur l'arbre phylogénétique de l'humanité. Il ne faut pas oublier, c'est une des révolutions de l'ADN au niveau de l'anthropologie, que ça a permis de révolutionner cette discipline en nous rappelant que nous venons tous d'Afrique. Et à ce niveau-là, on doit, chacun d'entre nous, réviser tout ce qu'on nous a appris, et même un vocabulaire qu'on utilise, parce qu'on l'a entendu depuis qu'on est enfant. Les races n'existent pas. Et je le martèle, et merci. Les races n'existent pas, il n'y a qu'une seule race, l'espèce humaine. Et non, donc, mais c'est important, et là, l'ADN le prouve. L'ADN le prouve, mais la simple réflexion le prouve. Parce que
qu'est-ce qui distingue les races ? Le principe fondamental, et qu'on connaît tous, et que n'importe quel paysan et n'importe quelle personne de bon sens connaît, mais qu'on a oublié parce qu'on a été gavé d'idéologie politique, sociologique, tout ce que vous voulez, mais qui dédie la vérité biologique, c'est simplement que deux races ne peuvent pas procréer ensemble. C'est tout aussi simple que ça. Et les êtres humains, on sait bien qu'on peut procréer. Les êtres humains ne s'en sont pas privés durant tous ces siècles, quelle que soit l'origine géographique, l'origine ethnique, entre êtres humains, puisque nous sommes de la même espèce. Donc on l'a toujours su. Mais l'idéologie a pris le dessus. Ça, c'est autre chose. L'idéologie. Et là, si vous aussi, vous voulez savoir, comme Valérie Trierweiler, l'ancienne première dame de France, si vous êtes cousine ou cousin de Montebourg, de Benjamin Griveaux, d'Yvonne de Gaulle, de Carla Bruni et de Sophie Marceau, vous pouvez le faire, donc vous pouvez le savoir grâce à un test ou pas ? Ou c'est un test spécial qu'il faut demander ? Il n'y a pas de test pour les people ou les célébrités ou les personnalités. Tout le monde a droit au même test. Donc, s'ils se sont fait tester ou si un membre de leur famille s'est fait tester et a dévoilé sa propre identité, parce qu'on peut prendre un pseudonyme aussi, hein, on peut faire un test et mettre dans ses préférences, dans ses options, un pseudonyme pour ne pas révéler sa vraie identité, on peut le retrouver comme ça. En tout cas, elle l'a dit, hein, Valérie Trierweiler, que c'était qu'elle était parente avec Madonna, en tout cas. Elle le sait grâce on le sait par l'arbre généalogique, par les ancêtres communs, puisque Madonna a des ancêtres français et canadiens. Vous apprendrez qu'un des ancêtres de l'homme anglais, l'homme de Cheddar, d'ailleurs, qui portait bien son nom, était noir. Ça aussi, ça fait partie des révélations qu'on a dans votre livre. Mais parce que les chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés en Europe avaient la peau foncée. Et il faut arrêter d'ailleurs de dire que il faut penser différemment. En fait, ce sont nous qui avons la peau claire et pas forcément blanche, qui sommes décolorés. Nous sommes arrivés colorés, nous sommes décolorés au fil du temps, faute de soleil. Alors, Nathalie Jovanovic-Floricourt, vous avez un site internet bien documenté, rappelez l'adresse. dna-pass.com. Pass, c'est PA2S. Hein. Oui, c'est cela. Bien. Et votre livre est vraiment passionnant. Quoi de neuf dans la famille, notre arbre généalogique à la lumière des tests ADN chez Buchet-Chastel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir l'interview sur la chaîne YouTube de Beurre FM et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.